Aujourd'hui, plongé au cœur du Sénat pour une audition qui fait bouger les lignes. Olivier Dauvert passe la grande distribution au scanner et met en lumière les rouages cachés du secteur. Une expertise sans concession et un décryptage limpide qui transforme un sujet complexe en une séquence absolument passionnante. J'ai un gros défaut, je suis un obsédé des faits et pas de les travestir. Donc quand vous dites 10% de ce qu'on achète, c'est la matière première agricole, donc le reste, c'est la marge de la distribution, Madame Stévenin, je ne dis pas que c'est faux, je dis que je fais le parallèle. Un boulanger, la farine pèse moins de 10% de la baguette qu'on achète. Est-ce qu'on en dit pour autant que le problème, c'est la marge du boulanger? Non. Ceci est factuel. Vous parlez, Madame Ziane, du dividende versé par Carrefour. Le dividende, ce n'est pas l'expression du résultat. C'est la conséquence de la politique de distribution du résultat. Donc j'ai regardé pendant que vous parliez, 2020-2024, les résultats publics, parce que vous avez raison, ils le sont, et c'est super, de Carrefour, résultat opérationnel courant, qui est l'expression la plus aboutie de l'exploitation des magasins, sur la même période, il est passé de 2 milliards 173 millions, je ne dis pas que c'est rien, qu'on s'entende bien, 2 milliards 173 millions à 2 milliards 213 millions, zéro d'évolution. Donc on ne peut pas prendre le dividende de l'évolution, dont je ne dis pas qu'il est faux, je dis juste que c'est une version partielle de présenter les marges. Parce que dans l'absolu, si je voulais tordre la réalité, je vous dirais par exemple qu'en 2000, la valeur de Carrefour, l'action Carrefour en bourse, elle valait 100 euros. Aujourd'hui, elle vaut, le savez-vous, 13 euros. En 25 ans, la valeur de Carrefour a été divisée par 6. Mais si je dis ça, je tords un peu la réalité, comme si je voulais vous faire pleurer sur le sort de Carrefour, ce que je n'ai pas envie de faire non plus. Je veux juste mettre des faits et pas des appréciations. Je comprends l'idée que l'inflation alimentaire soit un problème parce qu'elle l'est socialement, puisqu'elle a été injuste. Sur la période que l'on a vécue, de 2022, 23, 24, les prix moyens sur INSEE ont progressé de 12% sur la période. Les salaires de 12% aussi à quelque chose près, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de recul de pouvoir d'achat, mais l'inflation alimentaire spécifiquement, sur la même période, a été de 25%. Donc les familles pour lesquelles la part de l'alimentaire est le plus important, c'est souvent les familles modestes, ont été davantage victimes de l'inflation, et c'est pour ça qu'on a ce ressenti que je ne conteste évidemment pas, et que ça pose un problème social, l'évolution des prix alimentaires. Ensuite, on a le sujet du fait que les prix ne baissent pas. En tous les cas, pas à proportion des évolutions éventuelles de matières premières. M. Carlier a remis un peu de cartésien pour dire qu'effectivement, les matières premières avaient baissé, mais pas autant qu'elles avaient monté. Donc déjà, dans l'absolu, ce n'est pas étonnant que les prix ne rebaissent pas. Et puis ensuite, il faut comprendre, à mes yeux, qu'il y a des effets de cliquet sur certains sujets sur lesquels on ne revient pas. Évidemment que la composante salaire qui est dans les prix que l'on achète, que ce soit le prix en usine ou le prix en magasin, on ne baissera pas. Et puis après, parce que moi je suis là ici pour défendre strictement personne, juste pour vous faire part de mes analyses et du fait que ça fait 35 ans que je m'intéresse à ce sujet-là, sans être un distributeur ou un industriel, juste un observateur. Vous avez dans tous les produits de consommation ce qu'on appelle un prix d'acceptation. Le prix que l'on paye en rayon, il est une subtile alchimie entre l'expression du coût de production et ce que les marques ont vu comme étant un prix acceptable aux yeux du consommateur. Quand aujourd'hui, à cause de l'inflation du cacao, la tablette de chocolat, elle vaut plus de 2 euros, alors qu'elle pourrait valoir peut-être que 1,75 €. On est dans une économie libérale. Je ne vous dis pas que c'est bien, je fais juste avec les règles du jeu sur lesquelles on a un bulletin de vote régulièrement pour les changer si on n'est pas d'accord, nous citoyens, les marques, effectivement, elles considèrent que si le client a accepté de payer 2 € le prix de sa tablette parce qu'il y avait des raisons pour la mettre à 2 €, on va tenter de continuer à lui faire payer 2 €. En vous disant ça, je fais preuve peut-être de cynisme aux yeux de certains, juste je vous décode des réalités de mécanismes économiques sur lesquels vous n'êtes pas naïfs, enfin je l'espère. Parce qu'espérer que les prix baissent à proportion, c'est faire malheureusement preuve d'un peu d'utopie. Ça, c'est sur les hausses et les baisses de prix. Après, il y a le sujet qui nous anime beaucoup et qui va vous animer, ce sont les marges. Bon. Moi, je m'inscris en faux sur une idée qui consisterait à dire que, par principe, les distributeurs, puisqu'on parle d'eux sur le sujet, font de la prise de marge
sur les produits qui sont sains. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Et il faut comprendre pourquoi avant d'aller se dire, il n'y aurait qu'à dire que sur les produits sains, il n'y a pas de marge, ou il y a du prix coûtant, ou il y a un encadrement. En tant que tel, pourquoi pas? Le politique et sa grandeur, c'est de prendre des décisions. Mais à un moment donné, nous, on est là pour les éclairer. Les distributeurs prennent beaucoup plus de marge sur les fruits et légumes, si on prend le cas des fruits et légumes et des produits frais traditionnels en général, dans lesquels on peut mettre boucherie, poissonnerie, fromage, sans aucun problème. Mais puisqu'on parle du fruits et légumes, oui, vous avez totalement raison, c'est le rayon sur lequel un distributeur se refait la cerise, sans aucun mot. C'est la réalité. Il n'y a pas un distributeur sincère qui passera ici, qui pourra, en ayant levé la main, vous dire que le rayon fruits et légumes, ce n'est pas celui sur lequel il se refait la cerise. Pourquoi? Parce qu'un compte d'exploitation d'un magasin, c'est une péréquation. Mais de la même manière que quand vous êtes un artisan boulanger, vous faites une péréquation entre tout ce que vous vendez. Ou quand vous êtes un abattoir de porc, vous faites une péréquation entre les morceaux qui sont les plus demandés, mais en petite quantité, le filet mignon, comme par hasard, et ceux sur lesquels on en a plus, mais que personne ne veut, c'est les avants et c'est l'épaule, par exemple, qui sont bradés. La péréquation, elle est partout dans l'économie. Moi qui suis aujourd'hui dans le monde des médias, vous imaginez bien que les prix des publicités ne sont pas vendus exactement au même tarif, en fonction de l'horaire de diffusion ou même en fonction du taux de remplissage de la grille. On appelle ça le yield management. Dans un avion ou dans un train, personne n'a payé le même prix, c'est en fonction du remplissage. Ça s'appelle l'offre et la demande. C'est une péréquation. Je veux dire, la péréquation, il faut accepter l'idée qu'elle est partout. Et donc, comme les distributeurs gagnent moins d'argent, ça c'est factuel, sur les produits de marque, ce n'est pas qu'ils soient transformés qui les rend moins rentables. C'est que ce sont des produits de marque. Il ne faut pas mal poser le problème. Si Carrefour, Leclerc, Auchan gagnent moins d'argent sur Nutella, Danette ou les biscuits Lu, ce n'est pas parce que ce sont des produits ultra transformés. C'est parce que ce sont des marques qui les rendent comparables d'un magasin à l'autre. La bataille de prix qui se fait même aujourd'hui de manière quasi automatique avec les aspirations de prix sur les drives et les alignements à la baisse fait que, dès lors que c'est le même produit, les prix sont limités. Et donc, c'est ça l'explication au fait que les marges sont plus basses sur les rayons dits transformés, mais en réalité, ce n'est pas ça le sujet, c'est les rayons de marque, et que comme une péréquation doit se faire, ils gagnent plus d'argent à côté. Comme on a des chiffres publics, c'est une bonne chose. La marge commerciale d'un distributeur aujourd'hui, elle est à 23%. C'est comme ça se mesure, c'est totalement public. Et comme ses coûts sont aux alentours de 21%, sa marge nette, ça aussi c'est totalement public, elle est aux alentours de 2%. C'est comme ça. Voilà. Alors après, ça s'applique à des très gros chiffres. Ça, on est bien d'accord. Mais dans les faits, la marge nette, elle est aux alentours de 2%. Je mets au défi tous les bien-pensants des surmarges de piloter une boîte où le net est à 2%. Ça veut dire qu'au moindre écart, on passe sous le niveau de la mer. Il faut le savoir. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ça s'applique à des tellement gros chiffres que les sommes sont grosses. Je vous l'ai dit pour démarrer, Carrefour, son résultat opérationnel courant, c'est un peu plus de 2 milliards 200 millions d'euros. Mais ça ne fait jamais que 2%, pour le coup. Bon, voilà. Et puis ensuite, juste pour terminer sur des propositions, j'entends l'idée qu'il faudrait revenir sur le SRP plus 10 parce qu'il n'a servi à rien. Alors sur le constat, on est totalement d'accord. Le ruissellement n'a pas eu lieu. Je me rappelle d'un patron d'enseigne qui s'appelait Serge Papin, qui avait théorisé cette formule-là de manière très efficace et qui disait « Il ne faut plus que le coco de Paimpol finance le coca d'Atlanta ». Puisqu'en gros, c'était pour dire il y en a marre que les marges soient trop grosses sur les fruits et légumes pour payer le reste. Ce que je vous ai décrit, ça veut dire que notre actuel ministre, et pour le coup, la péréquation, il la voit très bien. Et donc, il avait théorisé l'idée que si on oblige les distributeurs à gagner de l'argent sur les produits marketés, ils vont du coup être moins gourmands sur les produits fruits et légumes. Ce qui est totalement vrai, parce que pour le coup, c'est bien parce qu'on ne gagne pas assez, disent les distributeurs, et c'est factuel, sur les produits de marque, qu'ils compensent sur les produits sans marque. Sauf que si on supprime le SRP plus 10, vous accentuez le phénomène, ne vous trompez pas. Moi, je ne suis pas législateur, je m'en fiche de ce que vous choisirez, mais vous accentuerez le phénomène. Si on veut faire baisser les marges sur les produits non transformés, fruits et légumes, boucherie, fromage, il faudrait au contraire, je ne vous dis pas que c'est ma position, il faudrait faire du SRP plus 20. Parce que ça obligerait à marger au moins à 20% le Nutella, le camembert président, les biscuits Lu, pour ensuite pouvoir être moins gourmand sur les fruits et légumes. Ne vous trompez surtout pas d'analyse sur ce sujet-là, parce que ça serait extrêmement coupable de vouloir enlever le SRP, plus 10,
pour faire baisser les marges sur les fruits et légumes. Ça produirait exactement l'effet inverse. Et puis alors, et les prix coûtant... Non, mais c'est factuel tout ça. Excusez-moi. Non, mais je pense que ici, je suis le mec qui voit la distribution de plus de l'intérieur que n'importe qui depuis 35 ans. Donc je peux vous parler d'un contexte de distributeur. C'est un peu mon métier. Donc non, mais mais c'est un fait. C'est un fait. Si vous faites tomber le SRP plus 10, vous augmentez le besoin de marge sur les produits qui peuvent le supporter. C'est comme ça. Et puis après, au sein même des fruits et légumes, vous avez dans la péréquation un autre problème, c'est le high-low permanent sur les prix. La semaine dernière, par exemple, une enseigne Intermarché qui vend dans le même magasin, et c'était national, des pommes à 4 € le kilo. C'est hors de prix des pommes à 4 € le kilo, on est en cœur de saison, et qui dans le même temps fait une promo nationale aussi sur les kiwis, 1,98 € les 6, ça fait 33 centimes. Là, pour le coup, c'est vraiment pas cher. Et là, c'est la bulle, c'est 0% de marge. Et donc, vous voyez, en fait, en plus, il y a ce high-low permanent, mais qui illustre bien la péréquation comme stratégie commerciale. On peut le condamner, mais c'est comme ça. Et ma proposition, s'il fallait en donner une, ça serait sur quelques marchés un peu symboliques, d'aller vers l'affiche, le lait, les produits laitiers où la composante matière première est très simple à identifier. C'est-à-dire quand vous achetez du fromage blanc, la composante matière première principale, c'est de très très loin le lait. Quand vous achetez une brique de lait, c'est évidemment du lait. C'est d'aller vers l'affichage du prix payé producteur. Il se trouve qu'à titre bénévole, personnel, d'engagement, je suis administrateur de C'est qui le patron. Pourquoi peut-on vendre un lait à 1,27 € au consommateur, ce qui est hors de prix, c'est le plus haut niveau, 1,27 €, parce qu'on le paye 540 € la tonne aux éleveurs, et qu'il y a bien une corrélation entre le prix payé éleveur et le prix payé par le consommateur. Et on pourrait imaginer, sur quelques marchés comme ça, pour tenter de mettre à l'esprit le lien qu'il y a entre le prix payé consommateur et le prix payé éleveur. On ne peut pas le faire sur tout, ça c'est une usine à gaz. Mais sur quelques produits où la composante matière première est très identifiée et très forte, ça pourrait se faire. L'inflation de Noël. Et là, il faut encore une fois faire la différence entre les sujets qu'on peut rapidement regarder et la profondeur des choses. Les distributeurs, le mois le plus rentable, c'est décembre. Voilà, c'est factuel. Est-ce qu'on en déduit que c'est parce qu'il y a des surmarges ou parce qu'il y a de l'inflation? Parce que c'est le lien de cause à effet qu'il faut chercher toujours. C'est juste que le panier d'achat des consommateurs, il se modifie. C'est que quand vous achetez de manière un peu caricaturale, je vais vous le faire, mais c'est ça qu'on voit. Quand vous achetez du poulet tout au long de l'année et qu'en décembre, vous achetez du chapon, le panier d'achat se valorise mécaniquement. Comme les marges s'expriment en taux et non pas en masse par produit, si vous faites 25% de marge sur un poulet, même un poulet fermier, ça sera toujours moins que 25% de marge sur un chapon. Et donc, quand vous prenez cette idée-là des curseurs qualitatifs qui montent, c'est valable sur toutes les catégories de produits parce que le mois de décembre, c'est le mois qui pèse à peu près 1,5 fois la moyenne des autres mois dans la distribution parce qu'il y a à la fois une plus grande quantité consommée parce que malgré tout, il y a plus de repas festifs et le consentement à payer que l'on a à titre individuel progresse. Donc sur chacune des catégories qu'on met dans le panier, on a plutôt tendance à mettre le truc qui est légèrement plus haut de gamme et donc qui génère, oui, plus de marge. Ensuite, il y avait un autre sujet sur le fait que l'alimentaire est une variable d'ajustement dans les budgets. Ça l'est malheureusement pour une raison quasiment mécanique. L'alimentaire va taper dans ce qu'on appelle en sociologie le reste à vivre et que toute une part des dépenses préengagées, que ce soit le loyer, la santé, les transports, que sais-je encore, n'aille de cesse de progresser. Donc mécaniquement, quand vous avez le reste à vivre qui baisse, parce que les dépenses préengagées progressent, l'alimentaire, je ne vous ai pas interrompu non plus, je vais vous le renvoyer, merci. La part mécanique de l'alimentaire, elle est contractée. Ensuite, pour répondre à votre question sur le fait qu'on paye moins bien nos agriculteurs, et oui, c'est vrai qu'en plus, nos agriculteurs payent moins, et les produits ne sont pas, malgré tout, plus bas en France, parce qu'une part d'entre eux vient de l'étranger où ils vont se faire transformer. La farine, par exemple, c'est un exemple caricatural. La farine vendue en sachet en France, une très grande part aujourd'hui, plus d'un sachet sur 4, a été moulu en Allemagne parce que les coûts de production industrielle sont plus bas dans d'autres pays que nous pour à la fois des raisons de taille de structure et d'impôts de production, qui fait qu'on n'est pas compétitif sur la transformation. Vous interrogez des chefs de grandes entreprises, il n'y en a pas un qui va vous dire l'inverse sur le fait qu'on n'est pas très compétitif
parce qu'on ne peut pas écraser les volumes, parce que chaque fois qu'on veut s'agrandir, c'est difficile. On n'a pas des outils à la taille de notre marché et on a des impôts de production qui, pour le coup, sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays qui nous entourent. Sur les marques de distributeurs, je ne vais pas faire mon historien, mais elles sont nées il y a à peu près 45 ans, on est en 50 ans même, on est en 76 avec Carrefour qui invente les produits libres. Parce que c'est intéressant de se rappeler comment ils ont été conçus. C'était une mouette qui les illustrait pour l'émancipation. Et en gros, on a libéré les produits de tout ce qui ne sert à rien. Les packaging étaient blancs, le café s'appelait café, l'huile s'appelait huile. Et donc, en fait, on était dans l'époque très consumériste, il faut s'en rappeler, on a installé l'idée qu'on pouvait vendre un produit pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il paraissait. Ça a mis beaucoup de temps à émerger à grande échelle parce qu'à ce moment-là, les marques alimentaires étaient très fortes, parce que par effet de miroir, tout le non-alimentaire était encore très faible. Et si vous regardez ça sur une quarantaine d'années, on a eu un déplacement de la valeur des marques, où aujourd'hui, dit de manière un peu triviale, mais c'est pas loin d'être la réalité, on va préférer préserver les marques sur des produits d'équipement de la personne ou de la maison ou de l'électroménager, et on va sacrifier, je mets sacrifier entre guillemets, les marques alimentaires parce que leur valeur de marque n'est pas jugée suffisamment forte. Et donc on a eu une montée en puissance lente des marques de distributeurs qui représentent aujourd'hui à peu près 35% de la dépense et 50% des volumes. Un produit sur deux qui passe en caisse dans à peu près toutes les enseignes, c'est une marque de distributeur, et ça traduit cet affaiblissement en gros de la valeur des marques en alimentaire. Avec malgré tout une nuance à apporter suivant les catégories de produits. Vous avez des catégories sur lesquelles on est à plus de 80% de marques de distributeurs, les légumes surgelés par exemple, parce que les consos ne voient pas du tout quelle valeur de marque il y a à acheter un petit pois Bonduelle ou un haricot vert d'aussi. Voilà, je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne fais que constater. Et à l'inverse, vous avez des catégories de produits sur lesquelles les marques de distributeurs sont très en deçà de la moyenne. C'est là où le marketing des marques a été très bien fait. Ou alors parce que l'inquiétude client sur ce qu'ils achètent est très fort. Par exemple, tout ce qui est produit de baby food et baby care, donc produits bébé, alimentation ou hygiène, les marques de distributeurs sont très en deçà parce qu'il y a cette inquiétude. Les produits de rasage, c'est très en dessous aussi, parce que la valeur de marque, elle a été cultivée par des années de communication en vous disant la 6e lame de Gillette, elle passe après la 5e, après la 4e, après la 3e, après la seconde, après la première. Mais comment ils font? Carrefour ne peut pas être capable de faire une lame, enfin un rasoir 6 lames. Ben si, mais sauf qu'il n'en a pas la légitimité. Et donc en réalité, vous voyez derrière cette moyenne de 35 en chiffre d'affaires et 50 en volume, il faut le dissocier parce qu'il y a vraiment la pâte à tartiner Nutella. Je vous prie de croire que les distributeurs, ils pèsent rien à côté, à rien. On est très en dessous de la moyenne, parce que la valeur de marque, elle est très forte. À tort ou à raison, mais c'est comme ça. Si vous me permettez un élément d'étude qui démontre la place du prix dans l'équation commerciale, nous, on réalise tous les ans une étude où on met en corrélation l'image-prix des enseignes, qui se mesure, là, c'est factuel aussi, les indices de prix, et le rendement commercial, c'est-à-dire en gros le nombre d'euros par an et par mètre carré par enseigne. Comme ça met de côté. C'est normal que Leclerc ait une plus grosse part de marché puisqu'il a plus de magasins. Donc on élimine l'effet de parc, ça s'appelle comme ça, et on cherche la corrélation. Cette corrélation, je vous la ferai passer si vous me le demandez, j'ai zéro problème. Elle existe, c'est criant. Ça veut dire que moins vous êtes cher, moins vous en avez l'image, enfin plus vous en avez l'image, pardon, dans la tête de vos consommateurs, meilleur est votre rendement commercial. C'est comme ça. Et donc, c'est aussi pour ça, et je vous rejoins totalement, qu'ils sont obsédés par les prix dès lors que c'est comparable. Et c'est pour ça que je faisais dans mon propos préliminaire, et c'est pour ça qu'ils se relâchent autant dès lors que c'est pas comparable. Donc, il faut bien voir le niveau de marge ou de surmarge, là où on le voit, par exemple, le fruits et légumes, parce qu'encore une fois, je vous ai donné totalement raison là-dessus, il faut le voir comme une conséquence. Parce que par ailleurs, il y a cette obsession d'indice de prix, il le pilote à la journée, l'indice de prix, soyez-en bien conscientes, et avec des alignements quasiment systématiques. Donc c'est une conséquence. Les centrales d'achat à l'étranger, il y en a de deux types. Vous avez des centrales d'achat et des centrales de service, et dont il ne faut pas mélanger les deux fonctions. La centrale d'achat, pour faire très simple, on va prendre l'exemple de Leclerc, qui achète avec Ahold Delhaize, qui est le leader du Benelux, et avec Rewe, qui est une enseigne leader en Allemagne. Le but étant
de massifier les volumes négociés avec, selon les centrales, parce que le chiffre n'est pas le même, 50, 60, 70 grands fournisseurs. Et donc là, on est dans du rapport de force entre mastodontes. On va chercher des points d'amélioration, parce que quand vous améliorez, admettons, d'un point la négo avec Coca-Cola, c'est énorme en termes de masse négociée. Donc ça, on est sur du rapport de force où on se fout sur la gueule, pardonnez-moi l'expression, mais c'est des géants qui se bastonnent entre eux. Et après, vous avez ce qu'on appelle les centrales de service, qui sont des centrales où, en gros, là, on va tenter, et là, c'est des pompes afriques, pour être totalement clair, on va monnayer, par exemple, des informations, de la data, où on va revendre aux industriels des informations de type sortie de caisse, en leur donnant une valeur extraordinaire. J'utilise le mot au sens premier du terme, mais tant qu'il y a quelqu'un pour acheter un truc, même si c'est hors de prix, celui qui le vend a raison de le vendre. Pardonnez-moi pour le cynisme, mais on n'est pas en train de parler, là, entre un grand distributeur et un petit paysan du Gers. On est en train de parler de Ferrero contre Leclerc. Voilà. Donc il faut bien dissocier les deux. Sur la pub comparative, historiquement, elle était obligatoirement sur le même produit, le même libellé, le même grammage. Donc un pot de Nutella de 630 grammes face à un pot de Nutella de 630 grammes dans une autre enseigne. Depuis une quinzaine d'années, pardonnez-moi l'approximation, mais c'est dans un cadre européen, on peut désormais comparer les unités de besoin. C'est ce qui a permis de développer la publicité comparative, par exemple, entre marques de distributeurs. Comparer un yaourt Carrefour et un yaourt Leclerc, avec une zone d'interprétation qui dit que ça doit être comparable. Toute la question est qu'est-ce que la comparabilité? Par contre, sur le poids, ça doit être pareil. On n'a pas droit de recalculer en prix au litre ou en prix kilo. Et l'air de rien, parce que ça a des vertus aussi, à toute chose malheur est bon, le fait qu'on ait libéralisé quelque peu cette publicité comparative à l'unité de besoin, ça a permis de voir apparaître de la publicité comparative sur les fruits et légumes. Par exemple, on a Carrefour aujourd'hui, qui est un gros utilisateur de publicité comparative sur les fruits et légumes. Si on resserre le champ de la comparaison à des produits strictement comparables, il n'y aura par exemple plus de publicité comparative sur les fruits et légumes, puisque le navet de chez Carrefour ne sera jamais comparable, de fait, puisqu'il n'y a pas de marque dessus, au navet de chez Leclerc. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, c'est juste pour que voilà, c'est une forme de libéralisation de la publicité comparative qui doit avoir une quinzaine d'années, qui a été faite à la demande de l'Europe. Sans précédent, puisque le montant des financements des publicités comparatives aujourd'hui est quand même très élevé. Oui, alors vous me permettrez de... Non, attendez, vous me permettrez de relativiser quand même sur un point. Ouais. Quand vous le rapprochez au budget de publicité des enseignes, allez, je prends le pari public, puisqu'on est public, que ça ne représente pas 5% du budget de communication d'une enseigne. Et je prends le pari public. Donc ça pose des questions, M. Dauvert, sur... Tout à l'heure, on parlait des dividendes. Ouais. Ça pose quand même une question sur, effectivement, les investissements qui sont faits par les distributeurs publics, en matière Kantar Media de publicité. Non, mais c'est un chiffre public. Là, on va pas le faire au doigt mouillé. Kantar publie tous les ans les investissements publicitaires. Alors, c'est du brut, mais comme c'est du brut pour tout le monde, on peut dégrader le taux de négo net, c'est pas difficile à faire. Donc, mais pour tous les secteurs. On sait qui est le premier annonceur français, le premier annonceur en automobile, en distribution. Tout ça, ce sont des chiffres qui sont à votre disposition. Mais les distributeurs sont passés devant l'automobile. Oui, bien sûr. Non, mais bien évidemment. Mais je veux dire, moi, j'en tire ni un bien ni un mal. Non, mais ça mérite d'être analysé. Donc bien sûr, bien sûr. Mais ça participe à cette espèce de communication permanente et de compétition permanente entre eux, parce qu'effectivement, faire venir des clients chez soi est aujourd'hui beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans, ne serait-ce que pour une raison, là aussi, qui se mesure, c'est qu'il y a plus de magasins, il y a plus de mètres carrés commerciaux, donc il n'y a pas beaucoup plus de consommateurs, puisque la démographie n'a pas progressé autant que le nombre de mètres carrés, donc évidemment, ils font tout ça dans du ventre. En nous écoutant les uns les autres, j'ai envie de vous dire que je vais ressortir d'ici encore plus convaincue que sans un encadrement législatif, on n'y arrivera pas. Si on compte sur la bonne volonté des distributeurs, si on espère un jour avoir un peu plus de transparence, je pense qu'on se reverra souvent. Voilà.
le Sénat. Je d'une partage manière- totalement, parce que je suis un militant, certains le savent ici, de tout un tas d'obligations, notamment sur l'origine, qui devraient s'imposer aux distributeurs, aux industriels. Donc je ne voudrais pas, si jamais ça doit être le cas, que vous m'imaginiez comme un affreux libéral. Il y a des tas de sujets sur lesquels je ne cesse d'harceler les parlementaires depuis déjà de très nombreuses années pour que leurs mains et leurs bras ne faiblissent pas au moment d'encadrer. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.